Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire qui a pour sujet les nouvelles recommandations de la prise en charge des IST en France, avec deux thèmes particulièrement importants aujourd'hui. Le traitement préventif curatif des IST bactériennes d'une part, et ce par quoi nous allons commencer, à savoir la doxyPEP, c'est-à-dire l'utilisation en prévention de doxycycline, en prévention des infections sexuellement transmissibles bactériennes, pour laquelle la France a une position originale, dirons-nous, et intéressante, qui intéresse en Europe aussi. À l'échelon européen, on nous a beaucoup parlé de ces recommandations, puisque d'une certaine manière, elles prennent un parti différent des recommandations américaines. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Tout ça s'inscrit dans un effort de production de nouvelles recommandations aux normes internationales reconnues aujourd'hui, avec une analyse profonde des liens d'intérêt de tous les participants. Travail qui n'avait pas jamais été fait dans le domaine des infections sexuellement transmissibles et qui fait malgré tout la suite de recommandations, on va dire, avec des exigences moindres qui avaient été produites en 2016, c'est-à-dire il n'y a pas loin de 10 ans maintenant. C'est dire la nécessité de ces nouvelles recommandations. Je vais maintenant passer la parole au docteur Guillaume Connor, qui est généraliste avec un intérêt très, très, très marqué pour la santé sexuelle, les infections sexuellement transmissibles, et qui a piloté le groupe de travail sur la doxyPEP et qui va maintenant vous présenter l'essentiel des conclusions de son groupe de travail. Merci Sébastien. Bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, ce que je vais vous présenter, c'est donc le fruit du travail du groupe d'experts. Donc du coup, je parle au nom de mes collègues. Effectivement, une position qui est un peu originale quand on la compare à la position américaine, même si au final, effectivement, en Europe, on retrouve des positions qui sont un petit peu proches. Donc, euh, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. D'abord, la doxycycline, finalement, est-ce que ça marche hein, pour prévenir les IST? On dispose de trois études de bonne qualité. La première, c'est donc Hypergay. Donc, c'est une étude ancillaire de l'étude sur la PrEP VIH qui concerne 232 HSH ou femmes trans qui, du coup, prenaient la doxycycline dans les 24 heures qui suivaient une exposition sexuelle avec, s'il y avait des expositions sexuelles répétées, maximum 3 prises par semaine. Et ce que ça montre, c'est une réduction de l'incidence de la première infection à chlamydia avec un risque relatif à 0,3 et de la syphilis avec un risque relatif à 0,70. En revanche, pas de réduction en ce qui concerne le gonocoque, en sachant que dans cette étude, il y avait une prévalence de la résistance des gonocoques à la doxycycline qui était importante, et même la prévalence des infections, des résistances, euh, et qui a augmenté au cours de l'étude. Ensuite, la deuxième étude, c'est DoxyPEP. Donc DoxyPEP, c'est une étude du coup à quatre bras, pardon, à deux bras. Donc du coup qui concernait 501 HSH et femmes trans qui avaient eu au moins une infection sexuellement transmissible dans l'année qui précédait et qui recevaient donc 200 mg de doxycycline dans les 24 heures qui suivaient une exposition sexuelle. Et là, avec la possibilité de prendre tous les jours la doxycycline si les expositions se répétaient. Là encore, une efficacité sur chlamydia et syphilis, avec un risque relatif respectivement à 0,45 et 0,23. Et une efficacité également sur le gonocoque. La petite différence par rapport à Hypergay, c'est que cette étude, du coup, a été menée aux États-Unis, avec du coup une prévalence des résistances du gonocoque à la doxycycline qui était beaucoup plus faible, ce qui explique la différence d'efficacité. Le nombre nécessaire de personnes à traiter pour éviter une infection sexuellement transmissible parmi les trois précédentes était de 5. Et enfin, Doxyvac, donc c'est celle-là donc, qui est une étude à quatre bras, avec la doxycycline d'une part et la vaccination d'autre part, dont je ne parlerai pas, qui concernait 502 HSH ayant eu au moins une infection sexuellement transmissible dans l'année qui précédait,
qui prenait du coup 250, comme pour dans Hypergay, 200 mg dans les 24 heures qui suivaient une exposition sexuelle, maximum 3 fois par semaine. Et là encore, une efficacité sur chlamydia et syphilis principalement, et une efficacité statistiquement significative, mais plus faible que pour les deux premières contre le gonocoque. Ensuite, concernant les femmes, puisque du coup les trois précédentes études concernant les HSH et les femmes trans, et concernant les femmes cis, on a une étude kenyane qui concerne 449 femmes cis, avec des protocoles de prise ressemblant aux précédentes, mais qui malheureusement ne montrent pas d'efficacité ni sur chlamydia, ni sur gonocoque, ni sur syphilis, avec cependant une observance telle qu'on peut la supposer de la mesure de doxycycline dans les cheveux, qui était probablement insuffisante, avec 29% seulement des prélèvements de cheveux qui étaient positifs pour la doxycycline. Et effectivement, c'est un peu un problème parce que le fardeau de la maladie, ce qu'on appelle fardeau, c'est donc du coup les conséquences de la maladie sur le long terme. Donc la mortalité, on va dire, mais calculée avec des paramètres précis pour mesurer l'importance de l'impact sur la qualité de vie. Il est porté pour chlamydia majoritairement par les femmes à 90%. Pour la syphilis, davantage par les hommes, mais si on fait finalement le total de ces trois infections, chlamydia, syphilis et gonocoque, 71% du fardeau de la maladie est porté par les femmes. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu embêtant de ne pas avoir d'études qui nous laissent penser à une efficacité chez les femmes, même s'il y a un doute sur l'observance. En ce qui concerne du coup la tolérance, on a donc principalement des effets secondaires digestifs et cutanés, avec une étude récemment publiée par une équipe française qui montre un signal sur l'augmentation d'érythème pigmenté fixe au niveau génital. Donc c'est une série d'une quinzaine de cas, donc du coup avec un manque de puissance, mais en tout cas qui montre que probablement qu'il y a une augmentation de l'utilisation de la doxycycline ces derniers mois, qui aboutit du coup à une augmentation des érythèmes pigmentés fixes, en particulier génitaux, et ça pourrait être du coup un signal qui pourrait euh, se poursuivre dans le cas d'une utilisation assez large. Euh, la deuxième élément, c'est du coup sur le plan populationnel. Oui, j'ai une ligne, je pense, qui est mal placée. C'est pas grave. En ce qui concerne les résistances, du coup, on a, comme on l'a vu dans les premières études, une augmentation des résistances pour le gonocoque. Mais en France, la doxycycline n'est clairement pas la première ligne, donc effectivement, cette augmentation n'est probablement pas alarmante. Euh, Il y a certaines simulations informatiques qui laissent penser qu'il pourrait y avoir une augmentation de résistance croisée, de même que certaines études qui portent sur l'augmentation des gènes de résistance. Mais pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de signaux sur les résistances réelles des commensaux dans la plupart des études avec la doxycycline. Et en ce qui concerne les cibles de la doxycycline, c'est-à-dire donc syphilis et chlamydia au premier point, il n'y a actuellement pas de signal de résistance, mais c'est quelque chose qui va nécessiter une surveillance étroite, puisque ça, c'est une préoccupation quand même dans une période où on cherche à réduire un petit peu la prescription d'antibiotiques pour diminuer la pression de sélection sur les germes, autant les germes que l'on cherche à traiter que les germes commensaux. Ensuite, bah, c'est possible de passer ces trois diapos-là. Et donc on en vient du coup à nos recommandations. Euh, euh, du coup, la doxycycline, donc, au vu de tout ce qui a été dit auparavant, au vu aussi de l'absence de démonstration d'efficacité sur la qualité de vie, on a une démonstration de l'efficacité uniquement sur l'incidence de la première infection sexuellement transmissible, et on ne sait pas très bien quel impact ça peut avoir ni au niveau populationnel, ni au niveau de la qualité de vie. Et donc le groupe de travail a décidé de ne pas recommander l'utilisation de la doxycycline en prévention des IST bactériennes. Mais puisqu'il y a un mais, cette position, elle est relativisée par le point suivant, qui est la possibilité, dans cette population, dans une démarche de décision partagée avec le ou la patiente, d'envisager sa prescription, en particulier pour les personnes qui sont à haut risque d'IST. Et donc on a cherché à définir ce haut risque d'IST. Évidemment, c'est une définition
qui repose sur des études, mais pour lequel il a fallu faire des choix pour savoir où placer le cutoff et où considérer que le haut risque pouvait justifier cette stratégie. Et donc le choix qui a été fait, c'est celle euh, euh, de parler de haut risque d'IST chez les hommes cis et les femmes trans qui avaient eu au moins deux partenaires dans les 12 derniers mois et qui avaient eu au moins deux IST, chlamydia, gono, syphilis, dans les 12 derniers mois. L'inclusion du gonocoque dans cette liste a fait beaucoup débat et on a choisi de le garder, même si la doxycycline, en France en particulier, au vu des résistances, n'a pas une efficacité qui est certaine sur le gonocoque. Ça reste un marqueur de risque et donc on a décidé de l'inclure dans la définition. Elle n'est pas recommandée chez les femmes cis, ni chez les hommes trans, ni chez les hommes qui ont des rapports uniquement avec des femmes. Cette partie-là repose sur l'absence d'études de bonne qualité dans ces populations, et ça pourrait éventuellement évoluer en fonction des études qui pourraient arriver dans ces populations. Évidemment, les données d'efficacité sont importantes, mais en revanche, il y a des données qui manquent pour déterminer de façon plus précise quels sont les bénéfices individuels et collectifs des différentes stratégies, en particulier si on élargit ou si on raccourcit les populations qui pourraient en bénéficier. Ce serait intéressant d'avoir des nouvelles études chez les femmes à partir du moment où le fardeau de la maladie est porté majoritairement par les femmes. Ne pas s'arrêter à l'étude négative kenyane, mais éventuellement essayer d'avoir des programmes qui intègrent du coup la dimension de la prise régulière du traitement, en sachant que les populations habituellement concernées par ces stratégies sont des populations qui sont particulièrement vulnérables et pour lesquelles, du coup, des stratégies spécifiques pour améliorer l'observance seraient éventuellement intéressantes. Également déterminer quelles sont les populations qui vont le plus en bénéficier. Et puis enfin, on a une utilisation qui commence déjà à se faire hors recommandation. Le docteur Cazenave, que vous allez attendre juste après moi, a par exemple un article qui parle un petit peu de ces utilisations actuelles hors recommandation. Et donc du coup, comment est-ce qu'on pourrait encadrer ces utilisations hors recommandation. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Guillaume, pour votre présentation. Nous prendrons les questions à la fin des deux présentations. Donc, bonjour à tous, je suis Cécile Bébéard. Je suis microbiologiste au CHU de Bordeaux et responsable du Centre national de référence des IST bactériennes. Et j'ai le plaisir d'introduire le prochain présentateur, qui est le professeur Charles Casanave, qui va nous parler des traitements actualisés des IST bactériennes, donc chlamydia, gonocoque, syphilis et mycoplasma genitalium, les Dalton comme il les appelle. Charles, c'est à toi. Merci. Merci Cécile, merci Sébastien, merci Guillaume. Donc je vais partager mon écran, vous me dites si c'est OK pour vous. C'est bon. Super. Je vais juste me mettre en mode comme ça. Voilà. Donc, merci beaucoup. C'est un vrai plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour le retour sur ces recommandations. D'ores et déjà, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont contribué à ces recommandations et qui sont en partie citées sur cette diapositive et qui ont permis également l'organisation de ce webinaire aujourd'hui. Donc, les diapositives réglementaires. Et donc, je vais faire un focus sur les 4 derniers chapitres des recommandations sur les IST bactériennes. Et comme l'a dit le professeur Cécile Bébéard, la syphilis, le gonocoque, chlamydia trachomatis et Mycoplasma genitalium. En introduction, juste vous rappeler, comme vous le savez tous, qu'il y a une réelle problématique mondiale des infections sexuellement transmissibles malgré les moyens actuels de prévention dont a parlé le docteur Connor. Et on estime au niveau mondial qu'en 2020, il y avait 374 millions de nouvelles infections pour les 4 IST curables que sont chlamydia, gono, syphilis et trichomonas, ce qui fait à peu près 1 million d'IST diagnostiqués par jour dans le monde. Cette augmentation est également notée en Europe dans le bulletin de l'ECDC de 2022, également en France sur le bulletin de Santé publique France de fin 2024. À cela s'ajoute la problématique de la multirésistance, comme on le verra surtout pour gono et génitalium. Et comme l'a dit le docteur Fouet en introduction, les dernières recommandations thérapeutiques
française par la SFD remontée à 2016. Et tous ces éléments font qu'il était temps de les renouveler. Et merci aux personnes qui se sont engagées. Trois grands messages qui vont être similaires pour les quatre chapitres que je vais vous résumer durant ces 20 minutes. Le premier, c'est qu'on voulait inscrire ces recommandations dans une démarche globale de santé sexuelle. En effet, il ne s'agit pas uniquement de prescrire un antibiotique, il faut penser au contexte, à l'accompagnement, aux violences sexuelles, à la prévention comme la PrEP, au dépistage. Et donc, il y a une vraie dimension globale à ne pas négliger. Le second message, et je prends ma casquette d'infectiologue et coordonnateur de CRATB, c'est qu'on doit avoir un usage raisonné des antibiotiques, y compris pour les IST, et qu'il faut utiliser le bon antibiotique, on verra, à la bonne dose, on verra, à la bonne durée, selon les principes du bon usage. Et enfin, bien évidemment, on n'oublie pas le préservatif comme moyen de prévention, et notamment durant au moins 7 jours après la fin du traitement d'une IST. Alors rapidement, le docteur Fouéré vous l'a dit en introduction, comment se sont passées ces recommandations, et notamment pour la partie IST bactérienne. Donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi, le ministère de la Solidarité et de la Santé a mandaté la NRS et le CNS, qui sont donc membres actifs de ces recos. Eux-mêmes ont sollicité 3 personnes, en la personne de Sébastien Fouéré pour la Société française de dermato, Pierre Delobel pour la SPILF, et le docteur Françoise Roudot-Toraval pour les hépatites. Le docteur Delobel s'est occupé du VIH et le docteur Fouéré s'est occupé des IST. C'était la première fois dans des recommandations françaises qu'en plus des hépatites et du VIH se trouvaient les IST, d'où le petit retard, désolé, dans la parution. Alors, encore une fois, merci à Sébastien qui a coordonné ces 5 groupes de travaux et dont j'avais le plaisir et la chance de coordonner le groupe sur les IST bactériennes. Alors, la cascade des événements, une fois que le groupe est défini, j'ai trouvé 4 rédacteurs que je vous citerai à la fin pour écrire ces recommandations, puis des relecteurs qu'on nous remercions pour les remarques pertinentes ont permis d'améliorer ces recommandations avec un retour. Nous avons pris en compte leurs remarques, puis finalement une commission de la HAS a analysé tout cela avec un retour. Donc nous avons de nouveau tenu compte des remarques pour in fine avoir le tampon HAS et une validation des recos au printemps pour publication. Un mot, parce que ça va conditionner le reste de la présentation, sur la résistance dans les IST, pour dire que, comme l'a dit Cécile Bébéard, si on prend les 4 bactéries qui sont les 4 frères Dalton, chlamydia est le plus important en termes de prévalence dans les IST bactériennes, mais finalement un petit peu le plus neuneux, comme le grand frère Dalton, puisqu'elle n'a pas développé de résistance acquise. Le gonocoque va se retrouver en seconde position et posera le problème de la multirésistance ou XDR dont on parlera tout à l'heure. La syphilis, elle, n'a pas de résistance acquise à part aux macrolides. Et enfin, Génitalium, comme vous le voyez, le plus petit par sa taille, le plus teigneux par sa résistance qui nous pose le plus de soucis. Et je terminerai par lui. Alors, syphilis en un mot, donc je vous rappelle cette bactérie spiralée de l'ordre de la famille des spirochètes. Alors, le petit scoop, pour ceux qui ne se suivraient pas, c'est qu'elle est cultivable depuis peu. Et donc, Nicolas Dupin, je pense, nous permettra de mieux comprendre les mécanismes de résistance. Et avant de déflorer les recos, je dis d'emblée que l'antibiotique de choix, ça reste la benzatine, benzylpénicilline, et que les résistances acquises sont à l'azithromycine, avec quasiment toutes les souches actuellement résistantes à l'azithromycine, que ce soit en France ou aux États-Unis, selon les dernières publications. Alors, un mot également, parce que c'est important dans ces recos, sur la problématique. On en comptait 700 000 en 2022. Pour citer un pays, les USA, qui n'est pas le pays quand même le moins développé, ils ont eu en 2022 autant de syphilis qu'en 1950 et 3200 cas de syphilis congénitale, et ça avait fait l'objet d'un édito du JAMA. Pour la France, il y a déjà un warning sur la France ultramarine, Guyane, Mayotte, Réunion, mais également une vigilance accrue sur ces syphilis en France hexagonale, avec notamment récemment un cas à la maternité de Bordeaux qui a été très problématique.
Alors, pour en revenir aux recommandations, que retenir? Donc, les syphilis précoces, c'est-à-dire évoluant depuis moins de 1 an, dans lesquelles vous trouverez la majorité de vos diagnostics, les syphilis primaires, les secondaires avec les plaques cutanées. Le traitement, c'est l'injection de benzatine, benzylpénicilline à 2,4 millions d'unités, auquel vous pouvez faire votre petite recette et y ajouter tel un cocktail de la lidocaïne pour limiter les douleurs du patient. Et en deuxième intention, la doxycycline à 200 mg par jour pendant 14 jours, avec prochainement les résultats d'un essai de non-infériorité mené au niveau national par Nicolas Dupin pour vraiment conforter cette place en deuxième. On rappelle, car ça a été noté par les reviewers, que s'il y a des allergies à la pénicilline qui sont souvent rapportées par les patients, c'est l'occasion de proposer une consultation allergologique. Volontairement, je n'ai pas mis les gradations des recos afin de ne pas alourdir ma présentation. Pour les syphilis tardives, que vous verrez moins souvent, notamment les tertiaires et les cardiovasculaires, on reste sur la benzatine benzylpénicilline, mais en 3 injections à 1 semaine d'intervalle. Donc, on a tordu le cou au schéma qui restait encore à 2 injections. Donc, c'est 1 ou 3. Et en alternative, la doxy, mais dans ces cas-là, 28 jours. Pour les neurosyphilis, là aussi, je voulais faire un petit focus, puisqu'actuellement, on voit beaucoup de formes ophtalmologiques, de formes otologiques. Donc, on travaille beaucoup actuellement avec les ophtalmos sur ces formes-là. On a gardé en traitement de première intention la PNIG IV à 20 millions d'unités pour 10 jours dans les formes peu graves, jusqu'à 14 jours dans les formes plus graves, soit par seringue électrique, comme on peut le faire, ou bien en 4 perfusions par jour. Et grâce, encore une fois, je cite Nicolas Dupin, à son étude dans le Lancet ID qui a montré la non-infériorité de la ceftriaxone par rapport à la PNIG dans les neurosyphilis, on a positionné, et c'est un scoop, donc à chaque fois qu'il y a un scoop, c'est du rose, la ceftriaxone en traitement d'emblée ou en relais de la PNIG. C'est-à-dire que vous avez fait 5 jours de PNIG à l'hôpital, vous finirez avec 5 jours de ceftriaxone à domicile, qui se fait très facilement, avec la question quand même d'un spectre beaucoup plus large et de la résistance au niveau du tube digestif. Et en dernière alternative, si vraiment vous êtes voilà, vous n'avez plus de recours, on peut éventuellement discuter la doxy, mais c'est à double dose, ce n'est pas une erreur, et c'est 28 jours avec les limites de la tolérance digestive que vous imaginez. Syphilis et grossesse, comme je vous disais, il fallait que j'en dise un mot. La femme enceinte, le traitement sera le même qu'en population générale, avec une contre-indication de la doxy au 2e et 3e trimestre. Par manque de données, si la doxy est utilisée au 1er trimestre, par défaut, il faudra considérer le nouveau-né comme ayant une syphilis congénitale et le traiter comme tel. Ce traitement chez la femme enceinte est à effectuer le plus rapidement possible. Et en cas d'allergie à la pénicilline, ce qui peut arriver, il faut immédiatement contacter votre référent pour un bilan allergologique et une possibilité de réaliser une induction de tolérance. Pour ce qui est de la syphilis congénitale, le traitement de référence reste la PNIG IV à 150 000 unités par kilo pendant 10 à 14 jours. Si j'en viens maintenant au gonocoque, donc cette bactérie dont le diagnostic a été rendu beaucoup plus facile grâce à l'avènement des tests avec amplification d'acide nucléique ou TAN, on peut dire d'ores et déjà que l'antibiotique de choix, c'est la ceftriaxone chez cette bactérie qui a beaucoup de résistance acquise. Alors, qu'en est-il de la résistance en France? Et je remercie donc encore une fois le CNR et notamment Béatrice Berceau qui s'occupe du gonocoque à Paris pour dire que sur les C3G, comme vous le voyez, la résistance pour la ceftriaxone est anecdotique et c'est souvent des cas importés. En revanche, pour le cefixime, on note actuellement une augmentation des CMI et donc le cefixime a été retiré quasiment partout dans ces nouvelles recommandations. L'autre point clé, c'est que les gonocoques français sont majoritairement résistants au quinolone, à la tétracycline, d'où les difficultés avec le TPE-doxy pour éradiquer le gono. En revanche, ils sont toujours sensibles aux aminosides et la Janta sera entre guillemets l'antibiotique de sauvetage, comme vous le verrez après. Voilà la répartition des souches résistantes à la ceftriaxone dans le monde en 2020. Vous voyez que l'Asie Pacifique, comme on appelle désormais, est en orange et en rouge. Et donc, soyez vigilants si un patient revient de ces zones-là avec une infection à gonocoque. Alors, avant les recos, la France s'était déjà positionnée dans une recommandation préliminaire associant la SFD, le CNR et la SPILF suite à des recommandations anglaises qui recommandaient pour traiter le gono par une bithérapie systématique ceftriaxone-azithrop.
Nous nous étions déjà positionnés pour dire que dans notre contexte français, il n'y avait pas besoin de faire de bithérapie, mais qu'on gardait une monothérapie par ceftriaxone, car nos CMI et la ceftriaxone sont très basses et que l'azithromycine augmente la résistance aux macrolides de génitalium. Au total, ce qu'il faut retenir de ces recos actuels, c'est que le traitement des infections anogénitales non compliquées à gono, c'est la ceftriaxone 1 gramme, à laquelle vous pouvez ajouter de la lidocaïne, car c'est quand même très douloureux. Pour ce qui est des portages pharyngés, on va dire autochtones, on garde la ceftriaxone, et c'est pour ça qu'on est passé à 1 gramme pour mieux éradiquer les portages pharyngés. On ne fait plus de tests d'éradication à 2 semaines. En revanche, en cas de gono retour d'Asie, et notamment nos patients qui peuvent aller en Thaïlande ou d'autres pays d'Asie, d'emblée, vous faites une culture et une bithérapie ceftriaxone azithromycine avec l'azithro 1 gramme et 6 heures après 1 gramme pour faciliter la tolérance. Et dans ce cas-là, le test d'éradication est recommandé à S2. Le message très important, c'est dès que vous avez un pus qui coule ou une tanne positive, surtout dans l'anus, demandez une culture afin que nous connaissions au mieux la résistance aux antibiotiques de cette bactérie. Donc au total, il faut taper fort et taper bien. Alors, qu'en est-il des cas particuliers que j'ai listés ici? Si votre CMI ceftriaxone est supérieur au cut-off de 0,125, ce qui est exceptionnel en 2025 en France, bien évidemment, il faut avoir un avis spécialisé, envoyer la souche au CNER et réaliser un test of cure à 2 semaines. En cas d'allergie à la ceftriaxone, ce qui peut exceptionnellement arriver, dans ces cas-là, tout à l'heure, je vous ai dit, on prend un aminoside et c'est la Genta à 240 mg en IM. Troisième alternative, la ciprofloxacine 500 mg dose unique par voie orale, uniquement si vous avez l'antibiogramme, étant donné la résistance à plus de 2/3. S'il y a une contre-indication à la voie IM, vous pouvez toujours passer la ceftriaxone en IV. Et encore une fois, en cas de retour d'Asie-Pacifique et sans antibiogramme, ça sera d'emblée la bithérapie. Pour les formes compliquées, alors on peut dire que c'est une liste à la Prévert ou pour les plus anciens, le catalogue La Redoute. Je ne ferai pas tout le détail pour vous dire que, encore une fois, vous voyez que la ceftriaxone est toujours l'antibiotique de choix à 1 gramme, 2 grammes, IV ou IM selon la voie. Je voulais juste vous attirer l'attention sur 2 points. Tout d'abord, les formes articulaires. On voit quand même des arthrites agonaux. La durée du traitement, vous avez vu par rapport aux arthrites classiques, est raccourcie à 7 jours et pensez à l'orthopédiste pour un lavage articulaire. Les formes ophtalmologiques, là aussi, sont émergentes, sont des urgences thérapeutiques car le pronostic fonctionnel du patient peut être mis en danger. Donc, il ne faut pas traîner et rapidement instaurer le traitement. Et encore une fois, si vous ne pouvez pas faire la ceftriaxone, vous utilisez la gentamicine et dans ce cas-là, 5 mg kg IV pendant 3 jours, le temps de trouver une alternative thérapeutique. Pour finir, la femme enceinte ou allaitante, le traitement sera le même. Le nouveau-né, en cas de doute, on peut faire une prophylaxie de la conjonctivite par des collyres à base de rifamycine ou azithromycine. Et en cas d'infection confirmée chez la mère, ça sera collyre et céphotaxime à la différence de la ceftriaxone. Chlamydia trachomatis, c'est le plus simple. Voilà, c'est une bactérie, pour faire assez simple, qui est classée en génotype DAK le plus souvent, plus rarement le génotype L, ce qu'on appelle la lymphogranulomatose vénérienne, et l'antibiotique de choix, c'est la nouveauté de ces recos, et désormais la doxycycline, avec des résistances acquises exceptionnelles, jamais décrites avec les cyclines et fluoroquinolones, et exceptionnellement rapportées in vivo avec les macrolides. Donc, les recommandations sont très simples, c'est un peu facile à retenir, c'est la doxycycline pour tous et toutes, quel que soit le sexe, le genre et le site de contamination, ce qui facilite les prises en soins, 200 mg par jour pendant 7 jours, y compris au premier trimestre de la grossesse. Attention aux formes anales où là, la doxy a montré sa supériorité pour l'éradiquer à l'azithromycine et dans la LGV, 21 jours. Le macrolide arrive en 2 avec le schéma habituel. Si on a un doute sur l'observance, notamment pour nos collègues de Cégide, ou bien au 2e ou 3e trimestre de la grossesse. L'orchiépididymite se traitera 10 jours, la conjonctivite par le même traitement, et enfin le nouveau-né, ça peut arriver, mais c'est très rare, soit la conjonctivite, soit la pnéopathie, ce sera l'azithromycine 20 mg kg jour, per os, 3 jours. Et normalement, si je suis bon dans mon timing, je n'ai pas déclenché mon chronomètre, mais je crois que ça va. Dans les 5 minutes qui me restent, je vais vous parler un petit peu de Mycoplasma genitalium.
Alors, Mycoplasma genitalium, je vous rappelle que c'est une bactérie sans paroi, on verra juste après l'intérêt de cet élément, et que dans des recos VIH-IST, on rappelle que l'infection chronique chez la femme d'Afrique subsaharienne est associée à un risque accru d'acquisition de l'infection par le VIH. Mais quel antibiotique choisir en 2025 dans cette problématique de résistance acquise à l'azithromycine et au fluoroquinolone? Donc, pas de paroi égale inefficacité des bêta-lactamines comme la ceftriaxone. Et nous sommes avec un arsenal thérapeutique très réduit pour cette bactérie, puisque nous ne disposons que de 3 antibiotiques qui sont l'azithromycine, la doxycycline et la moxifloxacine. En ce qui concerne la résistance aux macrolides dans le monde, vous voyez encore une fois qu'il y a vers l'Asie et la Chine une grosse importance de la résistance et qu'en France, on est ici dans une couleur jaunâtre, marronasse, à environ 35%. Et pour les quinolones, nous sommes également assez haut, de l'ordre de 15 à 20% de résistance en 2024. Alors, là aussi, il y avait déjà eu un communiqué qui avait été co-rédigé par la SFD et le CNER en 2018 qui recommandait de ne plus dépister les asymptomatiques en se disant que dans ce contexte de résistance aux macrolides, moins de dépistage, moins de positifs, moins de traitements et moins de résistance. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces recos pour Mycoplasma genitalium? D'abord, un message clinique. C'est une bactérie qui a l'origine de symptômes, souvent des urétrites, modérés. Donc, pas d'urgence à traiter vos patients. Que les portages asymptomatiques sont très fréquents, donc il ne faut plus les rechercher, sachant que la clairance est possible, est en cours d'évaluation. Le principal problème de cette bactérie étant la résistance. De ce fait, qu'est-ce qu'il faut retenir? Si vous avez une co-infection génitalium gono, génitalium chlamydia, vous traitez d'abord votre gono, vous traitez d'abord votre chlamydia et vous voyez ce qu'il reste à la fin. Si vous traitez, dans ces cas-là, dans le cas d'une mono-infection, par exemple symptomatique, la deuxième étape, c'est de rechercher la résistance aux macrolides, ce qui est maintenant fait par vos laboratoires et inscrit à la nomenclature et donc qui n'est pas à charge pour vos patients. J'ai envie de dire qu'on va traiter vraiment les patients très gênés et que ce traitement, dans l'idéal, doit être prescrit par des médecins qui connaissent vraiment les IST et cette bactérie. L'objectif étant de limiter la diffusion de la résistance et les impasses thérapeutiques auxquelles on est confronté, notamment dans le cas des avis au CNER Mycoplasme à Bordeaux. Alors, voilà l'algorithme que nous avons proposé dans les recos. En cas d'infection symptomatique urogénitale ou rectale et que vous suspectez une IST, pourquoi pas rechercher en premier CLAM et gono? Si c'est négatif, MG. Dans ces cas-là, vous attendez votre résistance aux macrolides. Si la souche, ce qui peut arriver dans 2 tiers des cas, n'a pas de résistance aux macrolides, dans ces cas-là, vous mettez de l'azithromycine, on verra après le schéma. S'il y a un échec, dans ces cas-là, le traitement de deuxième ligne qui est la moxifloxacine. Si d'emblée on est résistant aux macrolides, on commencera par la moxiflo et après on reverra rapidement les traitements de troisième ligne qui font des traitements réservés vraiment aux spécialistes. Deuxième cas de figure, où là, on positionne ce qu'on appelle le traitement séquentiel. Vous êtes face à un patient très symptomatique qui ne peut pas attendre. Mais pas de souci, vous commencez par le traiter par doxycycline qui diminuera ses symptômes, diminuera sa charge bactérienne, environ 7 jours. Et dès que vous avez la réponse à votre traitement, vous embrayez sur l'azitro ou la moxiflo selon la résistance ou pas aux macrolides. Alors voilà ce que ça donne en termes de posologie. On a voulu simplifier aussi le schéma d'azitro en faisant 3 jours, donc 1 g à J1 et 500 mg à J2J3. Moxiflo 1 par jour pendant 7 jours. Et je passerai assez vite sur les traitements de troisième ligne, juste pour retenir le schéma séquentiel d'oxy Pristina avec avis spécialisé recommandé. Pour finir sur génitalium, la seule exception du dépistage de l'asymptomatique sera le partenaire asymptomatique d'un patient symptomatique chez qui il faudra faire un dépistage et s'il est positif, le traiter comme son partenaire symptomatique pour éviter la recontamination au sein du couple. Et la nouveauté, rose, pas de test of cure à la fin du traitement, mais on se fie à la guérison clinique. Que retenir pour conclure, et je pense qu'on est dans les temps, que les IST sont en pleine expansion avec notamment des problématiques de syphilis congénitale, des problématiques d'antibiorésistance pour gono et génitalium, que le gono, le traitement de référence est la ceftriaxone en dose unique, le chlamydia, le traitement de référence c'est désormais la doxycycline, pour la syphilis, le traitement reste la benzalkène-benzylpénicilline, et pour génitalium, finalement le plus difficile à traiter, le traitement sera uniquement des symptomatiques et guidé par la recherche de résistance aux macrolides.
Et encore une fois, je ne pouvais pas m'empêcher de rappeler qu'il faut rester vigilant sur la prescription des antibiotiques et la problématique de la multirésistance qui peut toucher également les ISET. Je ne pouvais pas terminer sans faire des grands remerciements à toutes les personnes qui nous ont aidés, particulièrement le CNER des IST bactériennes pour sa bienveillance et sa relecture. Bien évidemment, sa directrice, le professeur Cécile Bébéard, que je remercie de modérer aujourd'hui, Béatrice Berceau, gonocoque, Nicolas Dupin, syphilis. Bien évidemment, remercier la NRS et Yazdan Yazdan-Pana qui la dirige, la HAS et le CNS également. Le professeur Delobel qui a coordonné l'ensemble de ces recommandations, ce qui est un travail énorme, et une tendre pensée et des tendres remerciements pour Sébastien Fouéré, qui a fait preuve d'une patience angélique pour coordonner tous ces petits groupes, et notamment le nôtre. Et merci Sébastien. Je voulais remercier mes rédacteurs que je vais citer, Mathilde Pugès pour la syphilis, le docteur Mathilde Carrère pour le gonocoque, le docteur Arnaud Desclos pour le chlamydia et le docteur Laure Barthaud pour le mycoplasme, 4 Bordelais, et avec qui c'était un plaisir de travailler au quotidien pendant 2 ans. Bien évidemment, tous les relecteurs, à toutes et tous pour nous avoir écoutés. Et je ne pouvais pas finir sans une petite image du bassin d'Arcachon pour vous souhaiter à tous un excellent week-end et un très bel été. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Charles. Merci Bravo. Charles. Bravo. Merci. Alors, il y a des questions dans le chat. Une première question de notre collègue de Montpellier, Alain Mackinson, sur la LGV asymptomatique. Dans le cas d'un dépistage systématique, 7 jours de doxycycline ne suffisent-elles pas? Merci Sébastien, Alain, pardon, pour cette question qui est tout à fait pertinente et d'actualité. Alors, en l'absence de données actuellement, bien évidemment, dans des recos de ce type, on a gardé 21 jours, mais la réflexion est actuellement autour justement d'un traitement raccourci sur les LGV asympto avec des pistes de travaux actuellement envisageables et on pourra te solliciter, Alain. Ensuite, des questions sur Mycoplasma genitalium. Alors, faut-il traiter un patient qui a un sperme positif à Mycoplasma genitalium dans le cadre de la PMA? J'ai envie de dire, j'irai plus loin, mais faut-il même le dépister? Non. Voilà, j'aurais dit que non. Et à partir de là, donc ça, c'est un travail que nous, on a fait avec notre docteur Franz Blampin. Donc, on a arrêté de mettre génitalium dans le dépistage. Et comme ça, on règle la question en disant que finalement, on n'a plus à le traiter. Je crois que Cécile, peut-être tu peux compléter. Oui, à ce jour, il n'y a aucune donnée qui permette d'impliquer Mycoplasma genitalium, en tout cas des données claires, dans une cause d'infertilité. Il n'y a pas assez de données, donc ne surtraitons pas Mycoplasma genitalium, et donc pour pas le traiter, il ne faut pas le rechercher. Oui, si je puis me permettre d'intervenir à ce stade-là, je vois qu'il y a pas mal de questions qui tournent autour de ce thème-là. En fait, il ne faut pas le rechercher. À mon sens, si on le trouve, là, ça devient plus compliqué, ne serait-ce qu'éthiquement, de ne pas le traiter. Donc, à partir du moment où vous l'avez cherché, soit vous êtes capable d'expliquer correctement à votre patient, à votre patiente, la portée de cette découverte. Mais si vous ne pouvez pas éthiquement ne pas traiter cette bactérie qui est considérée comme pathogène. Donc, avant tout, ne le cherchez pas. C'est ça, c'est vraiment la clé. Ne le cherchez pas si vos patients ne sont pas symptomatiques et ne le nécessitent pas. Il ne faut pas il faut pas le chercher. Mais si je peux rebondir, Sébastien, excuse-moi, je ne sais pas si j'ai le droit, Je t'en mais prie. inversement, c'est nos patients HSH chez qui ils viennent à nos consultations PrEP avec des résultats de MG qui sont parfois rendus par des labos de ville, comme tu le sais, alors qu'on ne l'a pas forcément demandé. On leur fait de la pédagogie, on ne les traite pas, hein. Bien sûr, il y a deux moments où on peut faire de la pédagogie, celui-là que tu évoques, et à mon sens aussi le moment où on est en échec d'antibiotiques, parce que ça arrive, hein, et c'est une situation qui devient de plus en plus fréquente, où effectivement on peut être amené à expliquer aux patients que s'ils ne sont pas symptomatiques, on peut attendre, que c'est une bactérie qui finit par disparaître toute seule dans un nombre assez important de cas, hein. Il y a certaines statistiques qui donnent jusqu'à 90% des cas au bout d'un an. Donc voilà, c'est ces moments-là où il faut faire de la pédagogie, comme tu disais très justement, Charles. Et pour rebondir sur le docteur Lamoury, il faut faire de la pédagogie et Cécile va abonder dans ce sens auprès de nos biologistes, comme parce que le docteur Lamoury, que je connais bien, dit que les biologistes, notamment ça doit être le cas en Guadeloupe, rendent systématiquement ce résultat dans le cas d'une multiplex. Et donc, ben, la question peut également se poser de discuter avec eux, si on ne l'a pas demandé, si le patient est asympto, dans le cas du dépistage asympto, du rendu.
Cécile. Absolument. Il y a Ouais, encore une autre question sur Génitalium, puis après aussi une question ouais, sur le gonocoque. Sur ouais. Génitalium aussi, dans le cadre des IVG, faut-il le rechercher chez une femme asymptomatique avant une IVG et faut-il le traiter? Voilà, ça c'est une question qui revient régulièrement aussi. Ouais, alors ce problème-là, pour être clair, on ne l'a pas abordé dans les recos, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. J'aurais tendance à dire un peu la même chose que pour le sperme, c'est aussi ce qu'on a discuté plusieurs fois avec vous, ouais, c'est qu'on n'a pas d'intérêt à le rechercher non plus. Et les rares cas où on le trouve, moi c'est pareil, je ne le traite pas forcément. Donc après, avec le bémol qu'a évoqué Sébastien tout à l'heure, mais voilà, je pense qu'on peut aussi arrêter de le rechercher dans ce cadre-là. Oui, absolument. Y compris, on a Ouais. aussi la question parfois pour les DIU. Oui, il n'y a pas de données qui permettent de dire qu'il faudrait le rechercher et le traiter. Voilà. Alors sur le gonocoque, il y a une question, il y avait une question, je crois, sur la gentamicine. Donc, si on doit utiliser la gentamicine 240 mg en pratique, il faut faire une injection de 160 plus une injection de 80. Voilà. Oui, alors ça dépend des flacons, en effet. Après, si vous avez des flacons, alors j'ai pas tous les dosages en tête plus dosés, vous pouvez éventuellement faire plus, mais 160 et 80, ça me paraît très bien. On a voulu une pause d'eau, comment dire, pour tous, quel que soit le poids sur ces doses-là pour simplifier. Et puis après, la problématique d'insuffisance rénale sur une dose, c'est pas vraiment un souci. Donc voilà, c'est à vous de jongler. Honnêtement, les cas où on l'utilise, c'est sont quand même très très rares, hein. On va peut-être parfois l'utiliser plutôt sur des formes très graves et dans ces cas-là, plutôt dans la forme intraveineuse, comme je disais, où là, c'est quand même plus simple et on a plus l'habitude. Alors après, il y a une question, un commentaire. C'est vrai qu'il y a des pays maintenant qui recommandent de ne pas traiter les IST asymptomatiques à chlamygono. Donc voilà, qu'en pensez-vous? Bon, ben encore une fois, on n'a pas choisi cette position, entre guillemets, si je me permets, cette position belge dans le Kama Sutra. Absolument, absolument. Donc, nous, on est resté sur une position plus conventionnelle, à savoir si l'on trouve chlamydia ou gono, pour l'instant, on le traite. La question pourrait se poser comme pour Génitalium, c'est la fréquence des dépistages. Peut-être que cette question-là peut être revue. Et d'autres études pour étayer ces travaux belges pas de dépistage et pas de traitement. C'est un petit peu différent. Je dépiste, je trouve, pour rebondir sur ce qu'a dit Sébastien, et je ne traite pas. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas de données suffisantes pour dire. Alors, à part le travail qu'on fait avec Claire Pintado sur Portafar et les gonots dans la gorge, où peut-être on pense qu'il y a aussi des clairances et que peut-être on n'a pas forcément besoin de les traiter, et ça, c'est une étude qui est en cours dans le cas d'un PHRC. Mais pour l'instant, sur les asymptômes, on est resté sur la position on trouve, on traite. Une question sur le traitement par moxifloxacine et est-ce qu'on peut prescrire la moxifloxacine sans faire un ECG? Alors ça, c'est toujours pareil. Et donc, moi, je parle, je pense, Sébastien, sous la houlette de la HAS et des bonnes pratiques. Donc, en théorie, bien évidemment, il est recommandé de faire un ECG avant de donner cet antibiotique dans le cadre des bonnes pratiques. Après, il y a aussi du bon sens, c'est-à-dire que si vraiment c'est très difficile de faire un ECG pour les centres qui n'ont pas de CG, si le patient n'a pas de facteur de risque d'allongement du QT, s'il n'a pas de coprescription qui allonge le QT, s'il n'a pas d'hypokaliémie, de médicaments hypokaliémiants, honnêtement, ça se fait en pratique et il n'y a pas de souci particulier. Après, c'est toujours pareil, il suffit d'une fois. Mais normalement, c'est recommandé en théorie de le faire dans le meilleur des mondes. Voilà. Après, il y a une question sur la doxypep. Donc, comment prendre la doxycycline en doxypep si risque contenu tous les 72 heures, point d'interrogation. Alors ça, c'est une question effectivement sur laquelle le groupe de travail n'a pas voulu se prononcer pour deux raisons. D'abord parce que les recommandations générales étaient justement de ne pas l'utiliser, et ensuite parce que le détail des études ne précise pas exactement comment c'est utilisé. De façon très pragmatique, effectivement, toutes les 48 à 72 heures sans dépasser 3 fois par semaine est tout à fait envisageable, en sachant que les Américains ne s'embêtent pas, eux, ils font tous les jours. Euh,
enfin, pour le coup, sur le schéma, on n'a pas assez de données pour réellement trancher sur quelle est la dose minimale, comme on a pu l'avoir pour la PrEP VIH, hein, quelle est la dose minimale qu'il faut avoir eue dans les semaines qui précèdent pour être réellement protégé. Mais à partir du moment où effectivement on a une efficacité quand elle est prise dans les 72 heures, ça paraît tout à fait raisonnable de penser qu'on peut le donner toutes les 48 à 72 heures, hein, jusqu'à 3 fois par semaine. Si je peux rajouter un petit mot, peut-être parce qu'on n'en a pas parlé, et c'est un sujet d'actualité, Sébastien sera d'accord avec moi. Il faut être vigilant aussi sur ces patients qui utilisent la doxypep, sur les diagnostics de syphilis qui parfois peuvent être retardés. Je vois qu'il y a beaucoup de gens de Cégide, hein. Il y a de plus en plus de case reports, soit de neurosif, soit de SIF type chancre, dont le diagnostic est retardé, un peu abattardi, avec des tests diagnostiques qui vont se positiver pardon, plus tardivement, comme on avait déjà vu avec les TPE VIH. Donc attention aussi à la syphilis avec des tests qui sont, comme vous savez, pas très sensibles et des patients qui sont insuffisamment traités. Là, il y a une question d'un collègue d'un Cégide là, qui demande le portage de Mycoplasma genitalium, notamment chez les prépeurs. Alors moi, je peux vous donner des résultats issus de Doxypep là, qui sont tout frais, de Doxypep, de Doxyvac, excusez-moi, de Doxyvac hein, qui a été donc l'essai coordonné par Jean-Michel Molina chez des HSH sous PrEP à Paris. Et donc, on a fait tout un travail sur Mycoplasma genitalium et donc, on avait à peu près un portage de 12 mois en moyenne chez les sujets participants et la plupart du temps, c'était au niveau rectal. Mais encore une fois, pas de traitement. Donc voilà, donc ça peut être un portage prolongé. Euh, alors, Il y a une question sur le. Alors, je comprends pas très bien si c'est sur le test of cure, si c'est le test oui. d'éradication. J'ai l'impression que la fin de la question va dans ce sens-là. Donc, ça, y a-t-il des recours spécifiques sur les indications de dépistage, PCR, gonoclam, Moi, j'avais vu une indications question. de contrôle à faire post-traitement? Oui, enfin, Charles, tu peux détailler les indications du test of cure, mais elles Oui. sont limitées. Et Oui, voilà. surtout, Charles, tu sais, ça, tu l'as pas précisé, mais ce sont des recommandations. Mais combien de temps après, quand il faut le faire, Ouais. combien de temps après la fin du traitement, on doit le faire? Ouais, tout à fait. Alors, pour ce qui est, si on reprend dans l'ordre, bon, syphilis, on met à part, ça, vous savez qu'il y a une suivi du VDRL. Pour ce qui est du chlamydia, donc on ne fait plus en effet de test of cure comme on recommandait avant à 4 à 6 semaines. On considère que le traitement, s'il a été bien pris, il est efficace. On ne le fera à 4 à 6 semaines que si c'est pas le traitement de référence qui a été utilisé, par exemple de l'azitro sur un anus ou si un doute sur l'observance. En revanche, on fera des tests à 3 mois qui sont plutôt des tests de recontamination chez les personnes à risque. Pour le gonocoque, de façon, on a simplifié les choses. Plus de tests of cure, sauf dans les gorges au retour d'Asie, 2 semaines. Le gono, en général, on le claire un peu plus vite que les autres. Ou bien, dans les autres situations, si on a une souche avec une CMI à la self-réaction supérieure à 0,125. Et pour génitalium, ben, maintenant, comme je l'ai dit, on promeut de ne plus faire de test of cure biologique et on le faisait en général 3 à 4 semaines après la fin du traitement. Donc ça, c'est pour ça que Cécile m'a demandé de préciser. Donc pas trop tôt, c'est vraiment très sensible. Et on reste sur la guérison clinique. Si le patient est toujours symptomatique, dans ces cas-là, 3 à 4 semaines après la fin du traitement, on peut éventuellement refaire un test pour vraiment dire qu'on est en échec de traitement. Comment traiter une arthrite réactionnelle à chlamydia? Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, c'est vrai que ce sujet, je sais pas qui me l'a posé, mais c'est vrai que l'arthrite réactionnelle, c'est un sujet qui revient un petit peu à la mode. Alors, y compris quand on discute avec les rhumatos, qu'est-ce qu'une arthrite réactionnelle en fait? Parce que historiquement, c'était une arthrite dans laquelle on ne trouvait pas de bactéries en culture. Maintenant, avec l'avènement des PCR, on peut parfois retrouver de la bactérie ou de l'ADN dans les articulations. Donc, déjà, c'est deux cas nosologiques un peu différents. Le patient est connu pour avoir HLA B27 ou pas. Bon, quoi qu'il en soit, si on trouve une IST, ben, on va la traiter. Si on ne la retrouve pas dans l'articulation, eh ben, on va traiter comme se doit l'IST. Et après, on va surveiller tout ça avec les rhumatologues, les anti-inflammatoires, le méthotrexate, selon le terrain et tout ça. Mais si on ne retrouve pas forcément la bactérie dans l'articulation, il n'y a pas forcément l'intérêt à faire un traitement plus prolongé que 7 jours. Pour le chlamydia, je parlais, puisque c'est souvent le chlamydia qui est incriminé. Oui. Le Euh, gono, c'est le plus souvent des arthrites spécifiques. Purulent. Ouais. Voilà, c'est ça. Sceptique, sceptique. Voilà. Et 7 jours aussi. Une question sur les prélèvements PCR poulet. Quid?
Et cette question ne viendrait pas Une d'Orléans. question pour toi, Cécile, ça. Oui, oui. Oui, alors je vais peut-être laisser Cécile parce que tu l'as Voilà. répondu au Alors, JNI. je vais répondre. Mais on n'a pas l'autorisation légale de Non. faire des prélèvements PCR poulet. Donc, on n'a pas le droit réglementairement de faire, même si des études ont montré que ça pouvait être intéressant, mais on n'a pas le droit. Donc, pour l'instant, la législation ne nous permet pas de le faire. Surtout que maintenant, avec les tests qui sont remboursés pour les 3 sites, alors à part peut-être certaines structures, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu moins d'intérêt, je pense. Mais bon, Oui, peut-être surtout pas une que forme de budget. voilà, et puis il peut y avoir en effet un remboursement pour les 3 sites qui est bien maintenant spécifié. Donc, voilà. Ouais. Alors, tout ça est vrai, mais c'est vrai aussi que ces PCR Clam-Gono, c'est le premier poste de dépense des Cégide, hein. Ouais. Ouais, d'accord. Oui, 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 c'est pour bien sûr, ça. bien Euh, sûr, bien sûr. Je comprends. Et Mais sachant que honnêtement, pour l'instant, la législation ne nous permet pas de le faire. Je ne bien pense sûr. pas que tu vas trouver un biologiste qui prendra les responsabilités, hein. Mm. C'est Ah, les c'est comme toi. poulets, c'est mettre dans un seul tube les on met, trois on met prélèvements. la gorge, l'anus et les urines dans le même tube. Voilà. Mais on n'utilise pas forcément le même écouvillon. C'est ça. Voilà. Ah oui, il y a une question sur est-ce qu'on a des données sur l'association gono-chlamydia et l'infection à Trichomonas vaginalis? Ah oui, c'est très intéressant. Alors, l'association gono-chlamydia, c'est vrai qu'on en parle beaucoup et finalement, on a très peu de données. C'est pour ça qu'on a dit de 10 à 50%. En pratique, moi, dans ma pratique, c'est très rare que j'ai les deux sur le même site. Donc, je serais plutôt de l'ordre de 10%. Après, je ne sais pas si la question c'est trichomonas associé aux autres ou trichomonas en général. Moi, j'ai compris Trichomonas associé aux autres, Ah mais ouais, alors honnêtement, ça, trichomonas, la problématique, c'est qu'on ne peut pas forcément répondre parce qu'on ne le recherche pas de façon classique chez nous, parce qu'il y a très peu de trichomonas, et on va faire de la recherche guidée par les symptômes, et selon certaines populations peut-être plus à risque, comme les personnes d'Afrique subsaharienne ou les Afro-Caribéens, où là, on peut faire soit l'examen direct s'il y a vraiment des symptômes, ou sinon, maintenant, comme vous le savez, il y a aussi des tests d'amplification des acides nucléiques qui sont beaucoup plus sensibles et qui permettent d'avoir le trichomonas. Donc ça, après, sur la co-infection, on n'a pas vraiment de données non plus avec le tricot, sachant que des tricots, on en trouve très très peu, hein. Et attention aux tricots dans la gorge. Alors, je ne sais pas s'ils se sont améliorés, mais au départ, c'était pas l'espèce vaginalis, c'était une autre espèce enfin, commensale que l'on détectait. Donc là aussi, on focalise sur tricot essentiellement sur le site génital. oui, oui, absolument. Il faut faire, il y a des croisements avec des espèces commensales, Voilà. notamment au niveau de la gorge, et il faut pas les rendre une PCR Trichomonas vaginalis positive dans une gorge. Donc, absolument. Voilà. Et il y a de plus en plus de multiplex, et puis il y avoir des duplex qui fait qu'on peut avoir l'information d'un Mm, Trichomonas positif, même si ça n'a pas été demandé. Mais il y en a quand même peu en mm. France Chez hexagonale, nous. en tout cas. Ouais. Alors, étude à faire sur l'effet de la vaccination Bexsero chez les jeunes sur l'incidence gono. Point d'interrogation. Ben, je pense que, comme tu l'as dit, Doxivac a mis fin au débat, puisque le Doxivac, qui évaluait justement dans un des bras cette stratégie de la vaccination méningo-B ou Bexsero, dans la diminution de l'incidence des infections à gonocoque, a montré que c'est une stratégie qui ne marchait pas. Donc, on a laissé tomber le vaccin méningo pour s'orienter maintenant vers un vaccin gonocoque qui est en cours de développement, je ne sais pas de bêtises, Ouais, en c'est ça. Italie. Voilà. Et même en France, hein. Et C'est même en France. GSK. Donc, GSK. voilà. GSK. Voilà. Donc, Fondé sur la même technique, la même technologie que celle du Bexsero, c'est-à-dire l'utilisation des membranes, des vésicules de membrane externe, ouais, c'est ça. qui sont des petits concentrés d'antigènes dont on espère qu'ils vont permettre effectivement de rendre cette vaccination efficace. Est-ce que Gardnerella vaginalis peut donner des urétrites chez un homme? On peut avoir des balanites, on peut j'allais dire, par contiguïté avoir des symptômes terminaux urétraux avec Gardnerella vaginalis. Vous savez, ça a été montré de manière très brillante dans le New England au début de cette année par l'équipe de Melbourne que aujourd'hui, il est important de traiter les partenaires de femmes qui ont des Gardnerellose, que ça permet de limiter les récidives et les durées d'évolution des vaginoses bactériennes. Donc effectivement, qu'ils aient des symptômes, qu'ils n'aient pas de symptômes, c'est bien aussi de traiter les partenaires de vos patientes qui ont des vaginoses bactériennes. Euh, une autre question que j'ai vue passer. Ah oui, alors c'est une question que je trouve très intéressante également et qu'on va poser à Cécile. Est-ce que le sang des règles, en particulier le sang menstruel, est toujours considéré comme un inhibiteur de PCR et donc qui indique plutôt qu'on fasse un examen urinaire qu'un autoprélèvement vaginal chez les femmes en période de règles?
Honnêtement, maintenant, on a quand même le sang peut être un inhibiteur, c'est vrai, mais on a des tests extrêmement sensibles et le prélèvement vaginal est quand même plus sensible que le prélèvement urinaire pour la recherche d'IST chez les femmes, hein. Donc, je pense que c'est plus un problème. Ouais. Pareil pour les hommes, parfois j'ai eu un cas hier d'un homme qui avait des saignements anaux qui me dit je vais le ferai plus tard. On l'a fait et ça n'a pas négativé. Donc je pense que bon, on peut toujours le faire et après l'interpréter selon le résultat, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais Mm. globalement, on a quand même gagné, on a des tests extrêmement sensibles. Alors, il y a Claire Pintado qui nous dit que le vaccin gonocoque NGG, l'étude de GSK, a été arrêtée pour inefficacité. C'est désespérant. Oui, oui, c'est dommage. Merci Claire. Merci Merci Claire. Claire. On espère que Portafar continuera par contre, jusqu'au bout. On fait de la pub. Euh, Y a-t-il d'autres questions? Dans dans le Je QR. regarde, je regarde. Ah, Oui, voilà. alors vous aurez, oui, c'est une bonne question de Marine qui nous remercie et c'est très gentil. Et donc, il va y avoir un replay qui sera mis sur le site de la NRS, sur le site du CNR, du CNS, pardon, sur le site du CNR, sur le site de l'Action coordonnée IST de la NRS. Donc, il y aura un replay que vous pourrez regarder. Après, Alain Mackinson, ah oui, Alain a demandé les indications de culture du tréponème. Alors, ça, il y en a, Alors, parce alors, qu'honnêtement, il y a très peu Non. d'équipes qui sont capables de le faire. Donc, voilà. En fait, Romain Salle est en train de développer Mm, ça au mm, CNR chez Nicolas Dupin, mais pour mm. l'instant, ça reste très, très expérimental. Vous pouvez chercher et retrouver assez facilement de très bons papiers qui permettent en revanche déjà de faire des espèces d'antibiogrammes du tréponème avec des données qui sont extrêmement intéressantes de PKPD sur différents antibiotiques et où on se rend compte que des antibiotiques qu'on utilise classiquement et qu'on n'utilise pas dans la pénicilline, ont à peu près des données d'efficacité sur ces antibiogrammes qui sont à peu près équivalentes à celles de l'extensiline. Donc, c'est probablement des choses qui vont bouger dans le futur. Mais pour l'instant, Alain, les seules indications sont expérimentales, je dirais. Il n'y a pas d'indication clinique à faire de la culture de tréponème. Alors, on va prendre la dernière question. C'est sur Gardnerella. Donc, traitement pour les partenaires de femmes porteuses de Gardnerella, métronidazole 2 grammes. Donc, doit-on traiter le partenaire et voilà, quel est le traitement? Alors, parmi ces recommandations, aujourd'hui on n'en a pas parlé, mais il y a eu un premier batch de recommandations, parmi lesquelles il y avait les recommandations pour la prise en charge des IST parasitaires. Et ce qui a été bien montré dans la littérature, et ça a été repris dans ces recommandations, c'est que les traitements sur une semaine sont plus efficaces que les traitements minutes. Donc, c'est plutôt la posologie d'un gramme, 500 milligrammes 2 fois par jour pendant une semaine qu'il faudra traiter vos patients de flagyl. Oui, mais là, c'est Gardnerella, hein, c'est pas C'est Carnerella, c'est Patrick Omonas, c'est la question. Trichomonas, c'est Et Gardnerella. c'est vrai, non, non, mais c'est vrai, pardon, oui, Oui, autant pour moi, mais c'est vrai, autant pour moi, mais c'est vrai pour c'est Garnerella vrai pour aussi. Gardnerella Oui, aussi, c'est hein, ce qui me semblait. d'accord. Les études sont toutes maintenant de plus en plus en faveur d'éviter les traitements minutes. Oui, d'accord. Excusez-moi de la confusion, c'est la molécule qui m'a Et, induit en et- erreur. Et en et revanche, de peur de maintenant, me oui, de faire traiter le partenaire aussi, hein, Et c'est Et ça. de traiter le peur de me partenaire. faire lyncher par mon collègue de Bergerac-Périgueux, je vais répondre à Nicolas Rouen qui me fait des SMS. Donc, j'ai dit qu'il fallait en effet traiter les Mycoplasma symptomatiques. C'est vrai que j'ai eu une phrase en disant vraiment, il faut être sûr qu'il soit symptomatique. Alors, j'ai peut-être été un peu provocateur, donc Nicolas a relevé cela. Mais c'est vrai que le problème, comme a dit Sébastien, c'est que si le patient il sait qu'il a un génitalium, il va dire qu'il a des symptômes. Donc, c'est vraiment analyser vraiment la problématique des symptômes. Est-ce qu'il y a vraiment un écoulement? Est-ce qu'il y a tout ça? Et dans ces cas-là, OK pour traiter. C'était un petit peu le bémol que je faisais par rapport à ça pour limiter justement encore une fois les traitements des MG dans les urétrites. Voilà. Voilà, Nicolas. Très bien, je crois il est 14 heures, donc Sébastien, je te laisse conclure. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir assisté assisté nombreux à ce webinaire. Merci de vos questions, toutes très pertinentes. Merci à Charles d'avoir accompli cet énorme travail des IST bactériennes. C'est vraiment le gros du boulot et ça a été mené de main de maître. Merci à Guillaume qui a tenu ferme dans une ambiance où on avait un petit peu l'impression qu'on voulait vraiment nous faire ouvrir très largement la doxyPEP en France et je crois que la position française est une position
prudente, raisonnable et donc cette manière d'entrouvrir la porte est particulièrement appréciable, je trouve. Merci Cécile d'avoir modéré cette séance avec moi. Merci au CNS et à l'ANRS également d'avoir organisé ce webinaire. Et à tous, je vous souhaite un bon week-end et si vous en prenez, des bonnes vacances. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.